Bon, j'avais mis embuscade comme titre pour la petite question-réponse, petite discussion. On viendra là-dessus dans un moment, mais avant, je vois les carpes ou les poissons comme un peu comme un adversaire, comme j'avais à l'escrime à l'époque. Et sur l'adversaire, pour gagner, pour battre, il faut connaître tous les points forts et les points faibles de son adversaire pour faire au mieux. Et je pense que pour la pêche, c'est pareil. Le mieux qu'on connaît le poisson, le mieux qu'on connaît son milieu, comment il va réagir, le mieux qu'on va pêcher. Et je pense qu'on peut toujours apprendre des choses. J'ai pêché depuis plus que 50 ans et j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre. Et au fil des années, j'ai appris beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Donc je vais vous en parler un petit peu avant de parler de cette idée d'embuscade. Il y a certaines choses on va juste glisser un mot sur certaines choses qui sont très intéressantes. On en a parlé juste avant, vraiment devant mon poste, là où je pêche. Premièrement, ça peut être l'action du vent sur un plan d'eau ou surtout sur un grand plan d'eau. Là, il y a le vent qui tape contre une berge. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur le comportement des poissons? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un vent qui souffle sur un plan d'eau comme ça, avec un vent de face, ça emmène l'eau en surface vers nous, vers la berge. Puis après, le courant d'eau qui vient en surface, il va vers le fond et puis il repart vers le fond. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi, quand on a un vent de face, souvent la pêche est très bon en bordure, parce que les poissons sont au fond, là où il y a l'eau plus réchauffée, en bordure. Mais il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant à savoir, c'est que, par exemple, si les poissons sautent très très loin, ou même pas très loin, mais certaines distances, on n'a pas forcément forcé de pêcher là où sont les poissons. Par exemple, avec un vent qui souffle comme ça vers nous, et si les poissons sautent à 100 mètres, si on pêche à 50-60 mètres et on fait un bon amorçage, les coraux qui vont sur le fond, ils vont emmener les odeurs, tous les attractants, les arômes, tout ce qui diffuse des bouillettes ou des pellets, des graines, sur le courant, au large, et les poissons qui sont loin vont le sentir, puis ils approchent. Donc on n'est pas forcé de pêcher là où sont les poissons. On peut aussi, si on sait comment réagissent les attractants, comment vont les courants, on peut pêcher un peu différemment en fait. Et après, ça vient un peu dans l'idée d'embuscade. Autre exemple que j'aime bien donner, c'était sur la pêche en rivière. On avait fait l'expérience sur les barbeaux, où on avait amorcé d'un pont sur une petite rivière près de chez moi. Et à 80 pas du pont, à peu près, donc 80 mètres, il y avait comment on appelle ça? Une anse. Quoi? Une anse. Une anse. Anse. Avec ton accent. Oui, c'est ça. Il y avait des arbres dans l'eau. Et donc on voyait les barbeaux qui se tenaient en dessous des obstacles. Donc on avait amorcé un petit peu devant les barbeaux, donc ils ont pris le goût de nos bouillettes. Et après on a fait cet amorçage avec une poignée de billes de 12 mm du pont, donc à 80 mètres des barbeaux. Après on a jeté, donc on voyait les bouillettes au fond. On a jeté une branche dans l'eau, et puis au fur et à mesure que la branche descendait le courant, on a marché avec à même vitesse pour suivre un peu le courant comme ça descend. Donc on arrive devant les barbeaux à 80 mètres, et puis on attendait pour voir avec les lunettes solaires. Et puis après quelques minutes, on commence à voir les barbeaux qui bougeaient et puis commençaient à avancer. Et puis en fait, ils sont partis. Nous, on a retourné vers le pont et puis on a trouvé les bouillettes, les barbeaux en train de manger nos bouillettes sous le pont, donc à 80 mètres. Donc ça montre très bien que même quelques petites odeurs, des bouillettes de 12, juste une trentaine comme ça dans la main, c'est suffisant pour attirer les poissons de très loin. Les carpes, c'est pareil. Si on pêche avec des bonnes bouillettes qui dégagent des odeurs de nourriture que les poissons reconnaissent, on peut les attirer de très loin. Donc de là vient aussi l'idée de comment gérer son amorçage pour faire au mieux. Je vous donne un exemple, par exemple sur une canne qui pêche au bord. Donc on sonde, on trouve la petite cassure, par exemple là où je suis, je pense ici ça doit être à peu près pareil. On trouve assez plat, 2,5 m ou 3 mètres de fond. Et après, on ramène le repère sondeur. D'un coup, on sent les cailloux et ça remonte vers la berge. Donc là, il y a une petite cassure entre les cailloux et le fond. Donc au niveau amorçage, on remonte le repère, donc on voit le repère.
on peut amorcer sur le repère et puis pêcher pile poil dessus. Ça c'est facile à faire, c'est à 5-10 mètres de la bordure. Mais au niveau amorçage, c'est pas la meilleure façon de faire pour attirer le maximum de poissons et d'être plus efficace. Mais le bronzage, je n'ai pas compris. Ce qu'il faut faire, c'est de faire, pour faire au mieux, c'est de faire une ligne d'amorçage du moins profond, donc peut-être là où il y a 50 cm, jusqu'au repère, et puis continuer encore 10-15 mètres derrière, pour faire une ligne d'amorçage. Puis après, on place son montage au milieu. Comme ça, les poissons qui, soit ils suivent le vent, soit ils suivent la bordure, soit ils suivent un chemin pour aller quelque part, donc ils vont certainement suivre la bordure. Ils vont, s'ils sont dans 1 mètre d'eau ou s'ils sont dans 2,50 m d'eau, ils passent la ligne d'amorçage. Si ça les plaît, ils descendent et mangent. Ils continuent à manger sur la ligne d'amorçage, ils vont tomber sur le montage. Donc c'est plus efficace de pêcher comme ça. Vous allez intercepter beaucoup plus de poissons en pêchant comme ça. L'autre raison pourquoi ça fonctionne très bien, c'est que si on met, bon là il y a, je ne sais pas, 500 grammes de bouillettes à peu près. Donc si je mets 500 grammes de bouillettes comme ça, amorcé comme ça sur mon repère, s'il y a 3-4 poissons qui viennent et j'ai mon montage posé dessus, je vais faire un poisson. Donc je fais mon poisson, mais entre-temps, toutes les bouillettes sont parties. Donc les poissons partent. Donc on fait un poisson. C'est déjà bien, mais on peut faire mieux. Avec la ligne d'amorçage, ça va intercepter les mêmes 2-3 poissons. Et ils vont manger sur la longueur, et d'autres poissons peuvent aussi manger sur la longueur des bouillettes. Et au lieu de faire un poisson, on peut faire 2-3. S'il y a un banc de poissons, on peut faire encore plus. Il y a d'autres avantages, c'est qu'en pêchant comme ça, s'il y a des poissons qui s'alimentent sur la ligne d'amorçage, on peut toucher un poisson ici, donc on le touche, sans perturber, c'est le mot, sans perturber les autres poissons qui s'alimentent un peu plus loin. Donc ce poisson-là, donc on le fait, mais il y a toujours des autres poissons qui s'alimentent. Et puis on peut faire ce poisson aussi. Autre raison pourquoi c'est intéressant, c'est que ces 500 grammes de billes, comme ça, il y a peut-être une centaine de billes. Si on les éparpille bien sur une ligne d'amorçage, ça va intéresser beaucoup de poissons. Si vous le mettez sur une assiette, un seul poisson de 10 kg, il mange dans 5 minutes. Donc, faisant un amorçage éparpillé, on va avoir le maximum d'efficacité de notre amorçage. Voilà. Et dans le même ordre d'idée, je donne l'exemple de là où je pêche. J'ai trouvé à 40-50 mètres, il y a une petite cassure où ça va de 3 mètres à 2 mètres 50, c'est pas beaucoup. Mais quand même dans 3 mètres d'eau, 50 cm, c'est quelque chose. Une petite cassure. Donc j'ai mis mon repère là où il y a la cassure. Et après, en amorçant, j'ai fait une ligne d'amorçage en diagonale. Donc à gauche, j'ai fait plus loin jusqu'au repère. Et puis à droite, j'ai fait plus proche. Une ligne aussi. Donc ça m'a fait une ligne en diagonale qui fait une ligne de peut-être 50 mètres de large. J'ai bien éparpillé sur toute la ligne et j'ai mis une canne à droite plus proche et une canne à gauche plus loin. Et c'est dans le même ordre d'idée pour que ça intercepte ou ça fait une forme de, je ne sais pas si embuscade c'est le bon mot là, c'est une embuscade sur les poissons. Et c'est une façon d'amorcer qui est très très efficace avec peu de bouillettes. Autre chose que c'est important de savoir sur les poissons et les carpes et comment ils s'alimentent, c'est en fait, on a l'impression que les carpes, donc elles sentent quelque chose, ils approchent l'odeur, un amorçage par exemple, on a l'impression qu'elles vont descendre et manger tout de suite. Mais souvent, c'est pas le cas en fait. Comme tous les animaux, les poissons, ils veulent savoir est-ce que ça vaut le coup en dépense d'énergie, d'effort, de manger ce qu'il y a à manger. Donc avant de manger, ils font un peu l'idée, est-ce que ça vaut le coup que je descends, est-ce que cet appât-là c'est assez intéressant, est-ce qu'il y a suffisant que ça vaut le coup de manger. Donc la façon que les carpes approchent, ça peut être un banc de moule, ça peut être les verres de vase, ça peut être un amorçage en graines ou bouillettes. Avant de descendre, souvent, pas tout le temps, ça dépend, mais souvent ceux qui font, dans leurs habitudes naturelles, ils approchent. Donc si j'ai un amorçage ici, les poissons viennent de là, ils approchent, ils sentent qu'il y a quelque chose, donc ils approchent. Ils ne descendent pas tout de suite, ou ils prennent peut-être une petite bouchée, puis ils continuent en ligne droite, jusqu'au moment qu'ils sentent qu'il n'y a plus rien.
Donc dans leur cerveau, ils ont déjà une petite idée de la largeur de cette nourriture. Après, ils reviennent, les poissons, mais pas sur la même ligne. Ils font un peu sur une autre direction. Puis ils font en zigzag comme ça. Et ils savent, donc ils vont avoir une idée de la largeur de la nourriture, et avec les odeurs qu'ils sentent, ils savent si ça vaut le coup de descendre ou pas. Donc quand tu fais une ligne d'amorçage, forcément, tu vas les intéresser sur toute la ligne. Et là aussi, ça peut intéresser un grand banc de poissons, et tu risques de prendre plus de poissons que si tu fais un amorçage qui soit très compact. Bon, déjà, j'arrête un peu là pour voir s'il y a quelqu'un qui a des questions de tout ça déjà, ou je sais pas. Il y a quelqu'un qui a une question peut-être. Ça va me couper un peu le. Non? T'as quelque chose à poser? Non? T'as des graines de beauté sur les fesses? Oui, mais je ne vais pas te montrer. Moi je sais, mais je te dirai rien. Ok, on va peut-être. Bon, ça c'est l'idée, c'est pour ça que je parlais d'embuscade. Et après, au niveau embuscade, les poissons, quand je viens sur un plan d'eau ou même une rivière et je regarde là où je vais pêcher, première chose que je fais, c'est de regarder le plan d'eau dans sa largeur pour avoir une idée où je pense que je vais trouver les poissons. Donc là, en ce moment, ce ne serait pas ici. Mais bon, c'est pas grave. Donc, si on pense que les poissons sont dans cette zone du lac, après, donc, on rétrécit un petit peu pour faire plus petit. Et je vais me poser la question, mais comment les carpes, quand ils se promènent dans ce lac, comment est-ce qu'ils vont se promener de cette pointe qui est là-bas jusqu'à la pointe là-bas? Ils vont peut-être faire une ligne droite, ils vont peut-être aller autour d'une île, ils vont peut-être passer à côté d'un chenal ou un grand herbier, mais ils ont une route qu'ils suivent. Et les poissons, ils ont l'habitude de suivre les mêmes routes. Quand on commence à connaître les plans d'eau, on sait où les poissons passent de toute façon. En rivière, c'est pareil. On le voit très bien avec les barbeaux dans les rivières où je pêche, où on voit les fonds et on voit les barbeaux. Un côté de la rivière peut être, il n'y a aucun poisson. Et puis l'autre côté, près de la bordure, les poissons, ils passent toujours là. Donc ça, c'est leur petite route. Donc ils vont d'un obstacle qui est par là jusqu'à un autre obstacle qui est là plus haut. Et ils passent toujours cette petite route-là. Donc ce qu'on fait, c'est que... Bon, je reviens un petit peu. Surtout en rivière ou même en lac, quand on voit un grand obstacle. Donc là, par exemple, il y a un arbre, il y a un obstacle. Si c'était un gros obstacle dans l'eau, forcément, les carpes, les poissons, ils aiment beaucoup être là-dedans. Mais ils ne vont pas rester là tout le temps. Donc quand ils partent de là pour aller manger la nuit ou pour aller trouver une autre zone qui est plus intéressante pour la nuit puis reviennent, ils vont suivre une certaine route. Donc au lieu de pêcher carrément dedans, surtout si on a quelques jours, pour une journée, 2 journées c'est plus difficile, mais si on a plusieurs jours, ce qu'on peut faire c'est d'essayer avec le repère sondeur, trouver où on pense est leur route. Donc ça peut être la cassure de la bordure déjà, ça c'est un très bon point de repère. Et au lieu de pêcher l'obstacle lui-même, on peut mettre quelques billes dedans. C'est ce qu'on avait parlé un peu avec Antoine ce matin, en fait, quand on a parlé des hybrides et son amorçage pour les carpes dans la rivière Aude. Ils mettaient quelques billes dans les obstacles, mais ils ne pêchaient pas là. C'est après, ils pêchaient plus loin. Et ça, c'est un peu l'idée. C'est qu'au lieu de pêcher là où tu vas perdre la plupart des poissons à cause des obstacles, tu pêches plus loin, sur la route où tu penses les poissons ils vont passer. Et c'est là l'embuscade, en gros. Et c'est là que je ferai mon amorçage. Au lieu de faire ça sur une spot, je le ferai plutôt éparpillé sur une ligne d'amorçage. Et cette idée, ça peut être aussi bien... Salut. Très bien, ouais. Ça peut être aussi bien sur... si on a trouvé un enfant à 80 mètres, ça peut être exactement la même chose. Donc si on essaie de sonder pour avoir une idée du fond, des différences de fond, puis après, on réfléchit comment est-ce que les poissons ils vont aller de l'autre côté de ce plateau à ce côté, et puis on fait une embuscade en ligne autour, pour essayer d'intercepter les poissons, en gros. Et normalement, ce que je fais quand je fais ça, c'est que je mettrai une canne là où il y a je mets le repère là où il y a le repère, je vais pêcher une canne là où il y a moins d'eau, peut-être 1 mètre, 1 mètre 50, et l'autre canne où ça descend, où il y a peut-être 3 mètres de fond, pour voir les touches. Et au fur et à mesure, si je vois que les touches c'est plutôt dans les bas-fonds, je vais bien sûr pêcher les 2 cannes sur les bas-fonds. Autrement, je vais changer sur l'autre canne. Et en faisant comme ça, sur quelques jours de pêche, on peut commencer à comprendre le comportement des poissons
et on fait un meilleur rendement de touche. Autre idée d'embuscade, c'est un peu ce que j'essaie de faire ici. Là, les conditions de pêche sont vraiment pas très bien. Très haute pression, un vent du nord qui est froid, la nuit il fait très froid. Et avec cette haute pression, et le soleil comme ça la journée, souvent les poissons sont entre deux eaux, en fait ils ne sont pas au fond. Donc ils ne s'alimentent pas au fond, il y a très peu de touches. Donc là on a une touche pour le moment, très peu de touches au fond. Mais je me dis toujours que si je peux mettre un appât devant le nez d'une carpe, ou une silure, si on pêche les silures, si je peux le mettre vraiment là devant le poisson, j'ai la chance d'en toucher une. Et donc là, pour suivre cette idée, sur 2 cannes, donc j'ai laissé une sur l'amorçage au bord, et sur les 2 autres, je pêche des collets du fond pour essayer d'intercepter ou faire une embuscade pour les poissons qui se promènent. Et pour avoir une idée, là je pêche à 3 mètres de fond, j'ai mis une canne décollée de 1 mètre, 1 mètre 10 à peu près, et l'autre décollée de presque 2 mètres. Et si jamais j'ai un touche sur une de ces cannes-là, je vais mettre les 2 sur la même hauteur, et c'est que les poissons ils se promènent sur le plan d'eau à cette hauteur-là. Parce que en fait, je me répète, mais je me dis toujours, même quand il n'y a pas de touche, que quelque part sur ce plan d'eau ou sur cette rivière, il y a un endroit que si je pêche là, je fais prendre mon poisson. Et il faut toujours essayer de réfléchir pour faire au mieux. Et cette idée de pêcher décollé, ça me réussit assez souvent. Je vous donne un autre exemple sur des lacs, des grands lacs. C'est que souvent les poissons, surtout en été, on a les départs le soir, la nuit et le matin, très bonne heure. Et en journée, on ne prend pas grand-chose. Et souvent, les poissons ne sont pas très loin en fait. Ils sont au-dessus de l'amorçage, ils se décollent, ils sont entre 2 eaux, ils se promènent peut-être. Mais ils sont là, mais ils ne descendent pas à manger. Donc, au lieu d'attendre toute la journée pour avoir une touche le soir, pourquoi pas décoller 1 ou 2 cannes. Et des fois, ça démarre et c'est un poisson de plus qu'on n'aurait pas fait si on avait resté avec la bouillette au fond. Voilà, ça c'était un peu l'idée pourquoi j'ai mis embuscade. Ça, c'est quelques idées. Je pose la question aussi s'il y a quelqu'un qui a des questions. Là. Ton amorçage que tu fais un peu vaste, tu mets combien à peu près d'appât quand tu fais une zone large comme ça? Vraiment, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais je me dis, si je pêche à 3 cannes, en fait, la première chose à faire, c'est que j'essaie de placer mes cannes pour que j'ai une touche sur chaque canne. Donc, au lieu de pêcher les cannes rapprochées, je vais peut-être, pour commencer, comme j'ai fait là, j'en ai mis une dans 2 mètres de fond dans les cailloux au bord, et après j'ai fait une ligne d'amorçage en diagonale pour les 2 autres cannes. En fait, il y a un qui pêche dans 2,60 m, l'autre qui pêche dans 3 mètres. Et pour essayer d'avoir une touche, là c'est un peu différent parce qu'on reste 3 nuits. Donc je me suis décidé, la façon qu'on va faire le bicardé, c'est que j'ai mis donc 2 kg de bouillettes. Et ça se peut que je ne vais pas réamorcer. Donc là j'ai mis 2 kg de bouillettes éparpillées sur la diagonale et quelques poignées là au bord. J'ai vérifié les cannes, ils ne sont pas touchés par les chats ou les écrevisses, donc ça pêche correctement. Si je n'ai pas de touche, je ne vais pas réamorcer. Mais si je vois qu'il y a des tirés, ou je fais une brème, ou je fais une carpe, là je vais réamorcer un petit peu. Donc j'ai fait en fonction, mais au début c'est pour essayer d'avoir une touche. Et en gros, parce que j'ai fait beaucoup de sessions de 24 heures, ou même moins chez moi, je pêche, je pars à 5 h l'après-midi, et je reviens chez moi pour manger à 8 h, 9 h le lendemain matin. Je fais souvent ça. Pour ça, pour essayer d'avoir une touche sur une canne, je mets environ 3 poignées comme ça, entre 200 et 300 grammes pour une canne, bien placée, ça suffit. S'il y a un carpe qui passe, j'ai une touche. Après, je peux amorcer un peu plus. D'accord. Mais comme on ne peut pas en enlever, c'est mieux de mettre un peu moins. Oui, tout à fait. Puis au fur et à mesure. Et sur les sessions plus longues, d'une semaine? L'approche, en fait, personnellement, je fais pareil. Je sais qu'il y a des moments en Grand Lac, quand tu peux faire un très gros amorçage, c'est qu'il y en a qui mettent 10, 15, 20 kg de bouillettes sur une zone et puis après ils pêchent dessus. Mais ça, c'est sur des longues sessions, ce que je fais jamais. Les sessions les plus longues que je fais normalement, c'est 4 ou 5 jours. Donc l'idée que j'approche moi, c'est toujours la même. J'essaie de prendre un poisson sur cette canne, un poisson sur cette canne, un poisson sur cette canne. Au fur et à mesure, j'ajoute. Mais même en Grand Lac, je trouve personnellement qu'on peut faire des super pêches avec très peu d'appât. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup.
On en a parlé ce matin en fait. Quand je pars pêcher 4-5 jours, j'emmène entre 10 et 15 kilos de bouillettes et souvent je ramène chez moi la moitié. Et on fait des super pêches comme ça. Parce que quand tu éparpilles les bouillettes, tu intéresses les... En fait, on peut parler un petit peu de ça, mais quand tu t'amorces avec des bouillettes qui sont vraiment de la bonne nourriture, les poissons, ils restent, ils veulent vraiment le manger. Ils vont peut-être manger 2 ou 3. Ils partent. Là, quand tu pêches des endroits où les poissons sont très très méfiants, les poissons sur les bonnes billes, ils viennent, ils vont en manger 2 ou 3, même une dizaine, ils ont peur. Ils ont l'habitude d'être piqués. Donc même les bonnes bouillettes, ils en mangent première journée quelques-unes, puis ils sont bons. Et si c'est bon, le lendemain, ils reprennent la même route parce qu'ils savent où est l'amorçage. Ils reviennent, puis ils mangent un peu plus. Et au fur et à mesure, deuxième journée, troisième journée, ils sont confiants, ils viennent, et puis le reste, ils mangent. Et là, tu as la touche. Et c'est là quand je vais sur les endroits où il y a des très gros poissons, et j'essaie de viser, je préfère avoir un seul touche et un très gros que 10 touches et des plus petites. Donc je vise les gros poissons, et cette idée d'éparpiller des bouillettes pour intéresser, en fait l'idée c'est qu'un gros poisson soit attiré par les odeurs. Après, quand il a mangé, ça va l'intéresser, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais si j'ai à la touche juste avant de plier le lendemain, ça me suffit. Et ça fonctionne très bien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bon, ça peut faire un peu long si je fais toute l'explication, mais en gros, quand les poissons viennent manger sur le coup, puis après ils repartent, ils vont dans les zones, plutôt des zones que on peut appeler des zones de confort. Là où ils ne mangent pas, ils vont peut-être dans les obstacles, ils vont dans un endroit où l'abri, où il n'y a pas de lumière, ou dans les herbiers. Puis ils ne bougent pas, jusqu'au moment qu'ils ont faim, et puis ils reviennent, puis ils mangent. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que les poissons, ils viennent, ils vont manger, et quand c'est bon à manger, ils vont le digérer, bon, ils vont chier, épicer. Et ça, ce qui va dans l'eau, c'est la nourriture à moitié digérée. Et quand la nourriture est en partie digérée, tout ce qui est protéines devient, c'est des acides aminés, c'est des peptides, c'est des ribonucléotides. Quand ils ont digéré à moitié les graisses, les lipides, c'est des sucres. Ils vont digérer aussi les hydrates de carbone, ça aussi c'est des sucres. Il va sortir aussi l'acide bilique pour digérer. Des enzymes, ça peut être à certaines périodes de l'année, ça peut être des hormones avant la fraie. Donc toutes ces choses sont libérées dans l'eau et ça fait comme une soupe qui a une odeur. Et les poissons, au fur et à mesure qu'ils grossissent, ils commencent à reconnaître cette odeur et puis ils savent que ça c'est à manger ça. Donc quand un gros poisson vient sur le coup, il va manger tes bouillettes, il s'en va avec ses amis qui sont dans une zone de confort. Ils sont là et puis... et ça fait une odeur dans l'eau. Et les autres, ils sentent qu'il y a quelque chose. Ils se disent dans leur petit cerveau, ça c'est intéressant à manger. Donc quand l'autre qui a mangé, il vient et il revient, il emmène ses amis. Et au fur et à mesure, tu as de plus. Quand tu pêches avec vraiment des bonnes bouillettes, ça peut démarrer vite, mais au moment que ça commence à démarrer, souvent tu fais de plus en plus de poissons et tu fais des plus gros. Et c'est pour cette raison-là. Et par rapport à ce matin, la technique qu'Antoine a expliquée, lui il mélange par rapport à la rivière et son type de pêche, carpe et sciure. Il utilise pelet, frolique, bouillette pour couper. Il fait un mélange. Toi, quand tu abordes un lac, un étang ou un plan d'eau fermé, sans parler de la rivière, tu l'abordes plutôt avec de la bille pure entièrement? Je pense que ça dépend si tu vises les carpes ou les silures. Là, on a bien vu sur les silures cet amorçage qui fait avec un mélange des hybrides, quelques pelettes froliques, c'est ça. Hein. Tu fais ça, si tu vises des silures, c'est redoutable, quoi. Mais je pense personnellement pour la carpe, oui, l'approche est différente. En fait, bien que dans la gamme on a des pelettes, on a du stick mix, on a tout ça, et tout ça, ça fonctionne, hein, ça prend des poissons. Et c'est pas mon approche personnelle. Si je voulais faire un rendement de poisson, je vais faire un amorçage qui est très odorante, avec pelettes, graines, bouillettes, stick mix, méthode mix. Ça attire tout le monde. Ça attire les écrevisses, les gardons, les brèmes, les carpeaux, les grosses carpes, ça attire tout le monde. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est que les petits poissons, les petites carpes, les petites cyprinidés, déjà si tu vois la taille de la bouche, ils ont un petit
petit volume par rapport à un gros poisson qui a une grosse bouche. Okay? Sur des petits poissons, ils ont des papilles gustatives qui sentent comme notre langue. Donc ils goûtent ce qu'il y a dans l'eau. Et au début, quand ils sont petits, ils ne savent pas ce qu'il y a à manger. Donc ils vont manger tout ce qu'il y a. Ils mangent des petits carpes, tu manges quasiment tout. Le plus que la carpe devient gros, déjà premièrement, ils commencent à comprendre que ces odeurs d'acides aminés, de peptides, de ribonucléotides qui sortent des mollusques, parce que tout ce qui est animal vivant, il sort tout ça. Parce que lui aussi, il chie et pisse. En gros. Ils savent que cette odeur, c'est à manger. Et les très gros poissons, comme ils sont vieux, ils savent de plus en plus, ils sont très comme ça sur la nourriture. Ça, c'est aussi pourquoi souvent, sur les plans d'eau très pêchés, ceux qui pêchent avec de très bonnes bouillettes, ils prennent des gros poissons. Parce que ces poissons-là, ils reconnaissent tout de suite que c'est ça qu'il faut manger. Et à l'opposé des petits poissons qui ont un petit volume, donc quelques centimètres cubes d'espace dans la bouche avec des papilles gustatives, un gros poisson, il a beaucoup plus de papilles gustatives déjà. Et au fur et à mesure que les carpes grossissent, ils ont de plus en plus de papilles gustatives par centimètre cube. Ça veut dire qu'un très gros poisson, il est vieux, il sait qu'est-ce qu'il veut manger. Il a beaucoup plus de papilles gustatives dans sa bouche, donc il est beaucoup plus sensible qu'une petite carpe. C'est pour ça que si tu veux faire un rendement de poisson, tu fais un amorçage, gros amorçage, pellet, graines, bouillettes surdosées, tu fais ça, tu attires des petites carpes et les grosses carpes souvent sont autour. Tu mets une canne à côté qui est avec juste un stringer et elle démarre. Souvent, on a tous eu l'expérience, c'est le gros poisson. Pourquoi? Parce que le gros poisson, il est méfiant, donc il ne veut pas entrer dans l'amorçage. Et deuxièmement, pour lui, l'odeur est trop forte, il sait que c'est danger. Donc il va manger ce qui est autour. Tu mets une canne comme ça, c'est le gros poisson. Donc l'approche pour les gros poissons, c'est des appâts qui représentent la bonne nourriture, un dosage d'arôme qui n'est pas trop fort. Des fois, on sent mes bouillettes et puis on dit mais il n'y a pas beaucoup d'odeur. Non, parce que les carpes sont tellement sensibles, il n'y a pas besoin. Et le mix de base dégage tout ce que la carpe a besoin. Donc dosage minime. Puis après, et aussi parce que pour les gros poissons, c'est ça qui va les intéresser. Un des problèmes qu'on a quand on fait tous la même chose, on prend le truc comme ça, puis on fait ça. Wow, ça sent bon. Mais on n'est pas une carpe. Mais au fur et à mesure, bon, on sait maintenant que les combinaisons fonctionnent. Mais c'est les carpes, il faut le voir un peu comme, tu vois, un chien qui est dressé pour sentir des explosifs dans une voiture. Et quand tu passes le tunnel, où tu vas dans la douane, il met un petit chiffon, comme ça, sur ton bagage, et puis il le donne au chien comme ça, et puis s'il y a un molécule d'un explosif, il le sent. Et la carpe, c'est pareil. C'est presque rien du tout qui sent. En gros, pour donner l'idée de comment ils sont sensibles, de mémoire, si j'ai ça de mémoire, mais je crois que c'est 2 ou 3 molécules d'une odeur dans la taille d'une piscine qui peut sentir cette hauteur-là, si c'est ce qu'ils cherchent. D'accord. Donc voilà, ils sont très sensibles. Oui. J'ai parlé beaucoup, hein. C'est bien. Ça va servir à piéger le poisson. Ouais. C'était de les sous-doser par rapport aux appâts qui sont jetés dans l'eau. Oui, voilà. Donc les bouillées d'amorçage, parce que comme ils vont le manger, il ne faut pas que ça soit trop fort en odeur. Il faut que ça apporte la nutrition qu'il faut. Il faut que les dosages d'arômes et attractants sont vraiment bien, mais pas trop forts. Okay? Pour que ça représente de la bonne nourriture. Par exemple, si tu vas manger, si tu manges quelque chose qui n'est pas trop riche, tu peux en manger beaucoup, un grand plat. Si c'est très riche et très fort en odeur, tu manges un petit peu. Et là, l'idée, c'est que le poisson, il veut toujours manger, quoi. Donc il faut que ça soit pas trop fort. Par contre, ce que je fais, c'est pour ça que j'ai amené ça, sur mes èches. Donc là, c'est déséquilibré, mais ça peut aussi être une surdosée ou une bouillette flottante. Je surdose les arômes et les attractants. Premièrement, je surdose parce qu'il ne va pas le manger. Au moment qu'il a pris, parce qu'il pense que c'est encore une bouillette d'amorçage, prend dans la bouche, j'espère que le montage a fait son job et puis j'ai piqué mon poisson. C'est trop tard.
Et pour augmenter cette attraction sur mon nèche, j'utilise deux choses. J'adore le pâte d'enrobage. Donc là, je mets une petite boule de pâte d'enrobage autour. Ça diffuse encore mieux que la bouillette, parce que ça diffuse, c'est de la pâte. Il n'y a vraiment pas mieux. Et l'autre chose que j'aime bien mettre, c'est tout ce qui est des food boosts et les baies de sauce. Et l'idée de ça, c'est que c'est des attractants et les arômes en liquide qui sont dans les bouillettes. Donc ça dégage les mêmes odeurs, ça peut dire odeurs, les mêmes odeurs. Et quand ça va dans l'eau, donc ça crée un nuage qui va être emmené par les courants. Et comme j'expliquais avant, donc ça va tirer les poissons de loin. Ce qu'il faut savoir sur les cyprinidés, c'est un peu différent sur les autres poissons, mais même les carnassiers aussi, ils ont dans les narines. Première chose qu'ils sentent pour sentir les effluves, par exemple les barbeaux, que j'expliquais avant, on a mis les bouillettes. Comment est-ce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose? C'est des papilles gustatives qui ont senti. Les barbeaux et les carpes, ils ont des papilles gustatives dans la bouche, dans les barbillons, sur la peau. Par exemple, quand tu vois les poissons qui font ça au fond, ils sont en train de goûter souvent avec la peau, parce qu'ils ont des papilles gustatives sur la peau, moins que sur la bouche. Mais dans les cyprinidés, dans les narines, ils ont des papilles gustatives qui sont super sensibles à tout ce qui est nourriture naturelle. Donc, c'est des papilles gustatives qui sont faites pour sentir acide aminé, ribonucléotide, peptide, toutes ces choses. Donc, il y a l'odeur, il y a l'eau qui entre tout le temps dans les narines, dans les courants. Donc les barbeaux qui étaient là, donc ils étaient là dans le courant, ils bougent de gauche à droite. Tu vois les poissons qui font ça tout le temps en rivière. Les silures, c'est exactement la même chose. Bon, des fois, ils restent au fond. Mais aussi souvent, quand ils sont en mode actif, ils veulent chercher à manger, ils commencent à faire de gauche à droite. Ils font ça. Une raison pourquoi ils font ça, c'est parce que sur les antennes, sur les Antoines, sur les Antoines et aussi là, ils sont aussi des papilles gustatives. Comme ta langue, c'est sur les antennes. Et dans le cerveau, le système nerveux, c'est fait pour que de ce côté-là, en fait, ils sentent les odeurs qu'ils cherchent dans l'eau. Et ils savent la concentration entre un côté et l'autre. Donc le silure, il est là dans l'eau avec l'eau courant qui arrive. Il sent quelque chose là, il y a quelque chose d'intéressant. Donc il va commencer à avancer. D'un moment, il sent que de ce côté, c'est un peu moins fort, de ce côté-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va droit. Jusqu'au moment que c'est moins fort. Et donc il va. Donc il suit le courant. Et parce qu'il a tout petit yeux, il ne voit pas grand. Ah, moi je sais pas, mais c'est plutôt comme le nez. Antoine. Je ne parle pas de toi, Antoine. Et donc il approche, et puis au moment qu'il sent qu'il est proche, même dans la nuit, il fait. Ça entre. Carpe, c'est pareil. Gardon, c'est pareil. Brème, c'est pareil. C'est comme ça qu'ils sentent qu'il y a quelque chose. Et donc la carpe, dans les narines, les barbillons, mais surtout les narines, c'est fait pour sentir à distance. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à sentir? C'est des acides aminés, des ribonucléotides, parce que c'est la nourriture naturelle. Il y a des écrevisses qui vont manger ou des vers de vase qui sont en train de libérer dans l'eau ce qu'ils ont à moitié digéré. Et c'est tous ces mots-là. Donc ils cherchent ça. Donc la carpe, elle est là. Elle sent dans les narines qu'il y a quelque chose d'intéressant. Pour lui, c'est la nourriture. Donc il approche. Et comment dans la nuit il sait que c'est là et pas là-bas? C'est à cause de ça. Exactement la même chose. Ils savent aller à droite ou à gauche pour approcher. Puis après, ils ont senti qu'il y a quelque chose d'intéressant à manger. Et après, pour vérifier si c'est vraiment de la nourriture ou c'est peut-être juste une odeur qui n'est pas intéressante, il inspire dans la bouche. Et ce qu'il faut savoir dans la bouche, c'est que la voûte de palais, c'est là haut de la bouche. C'est la concentration de papilles gustatives le plus haute. Il y en a, j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est juste à 80 000 papilles gustatives par centimètre cube. Carré, pardon. Pour te donner une idée. C'est comme une langue, mais super sensible. Et super sensible à certaines odeurs, les acides aminés et tout ça. Okay? Donc le poisson, il fait ça. Avec la langue qui est en bas, ça c'est la voûte de palais, la bouche. Donc avec la langue, il a pris la bouillette. Il écrase contre la voûte de palais. Il écrase pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il veut tenir ce qu'il a mangé dans la bouche et rejeter tout ce qu'il n'a pas mangé.
Parce que quand il a inspiré, il a certainement inspiré quelques branches, des feuilles, un peu de vase, un peu de sable. Donc il tient là, les ouïes font comme ça, et même la bouche qui peut faire ça, un peu devant, ça fait un va-et-vient de l'eau. Donc ça lave. Et tout ce qu'il ne veut pas manger est sorti. Et après, donc il a poussé la bouillette ou les verres de vase ou l'écrevisse contre le bout de palais. Dans la moitié de seconde, même plus vite, il sait si c'est bon à manger ou pas. Donc ici c'est bon, il la lave, il l'avale. Donc ils ont ces deux choses importantes. Premièrement les narines, un petit peu dans la bouche aussi, mais surtout les narines. Et après quand ils prennent dans la bouche, c'est pour savoir si c'est vraiment nutritif ou pas. Et c'est là que par exemple tu prends des bouillettes qui sont très forts en odeur, mais qui apportent pas grand chose, ça peut attirer le poisson. Et si tu amorces avec que quelques billes et pas beaucoup, avec un bon montage et un hameçon bien piquant, le poisson il est attiré, il est un peu piégé parce qu'il veut le prendre pour voir qu'est-ce que c'est. Il le prend, il est piqué. Et c'est là que souvent tu vois les poissons qui sautent sur ton cou amorcé. Oh, tout de suite tu as des touches. Wow, quelle bouillette miracle. Et puis après tu restes quelques jours et tu n'as pas d'autres touches. C'est parce que l'apport nutritionnel c'est pas intéressant. Donc tu as piégé quelques-unes et après c'est fini. Mais si tu lui apportes aussi quelque chose de nutritionnel, là, c'est pas la même musique. Et en mettant ça, ce genre de produit, qui a les mêmes odeurs intéressantes que les bouillettes, les poissons sont attirés de très loin, puis après, quand ils viennent puis ils mangent, ils trouvent la nourriture dans la bouillette.